Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 27. Il y a quelque chose qui est absolument passionnant, c'est que, comme tu l'as dit, tu commences au moment où on est en bande. Travaillant en bande, pas simplement en bande de copains, mais en bande aussi, travaillant sur bande. Donc, Oui. avec une difficulté à trouver des sources, avec une difficulté à monter et à mixer des émissions extrêmement lourdes avec beaucoup d'éléments. Ça, il faut vous dire qu'effectivement, c'est compliqué de mixer des éléments avec des bandes, puisqu'on avait plusieurs magnétophones dans le studio pour pouvoir le faire, et que le numérique va absolument tout bouleverser, Tout révolutionné. tout révolutionner. Clairement. Et donc que l'écriture change. Est-ce que pendant ce temps-là, justement, tu fais évoluer l'écriture de tes émissions, c'est-à-dire est-ce que justement les capacités techniques qui sont offertes par le numérique, les ressources nouvelles que donne justement le net et sa profondeur, permettent de transformer l'écriture, ou parce qu'on voit déjà que c'était très compliqué à faire Panique au Mangin Palace, mais là, on a des avantages supplémentaires. Alors, j'ai des avantages supplémentaires avec la révolution technologique, c'est sûr. Notamment les multipistes. Ça veut dire la profondeur des ambiances, des atmosphères, des bruitages, ce qu'on appelle du sound design, etc., etc., etc. Mais je n'ai pas changé grand-chose à mon écriture. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous ayez en tête, et c'est assez amusant, c'est que ce qu'on appelle un conducteur en radio, ça veut dire la matrice de l'émission, ce qui est écrit. Hein, Le squelette. Le squelette, exactement. Le conducteur de Panique au Mangin Palace, c'est le même que les podcasts historiques qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire que j'ai repris une vieille recette qui avait plutôt pas mal marché, que j'ai dupliquée au récit historique avec une nouvelle équipe. Et c'est vrai qu'on a repris les squelettes pour faire autre chose, un récit historique. Mais à vrai dire, si je l'ai fait plusieurs fois au bureau, je sors les deux conducteurs, j'ai tout gardé les archives, c'est l'obsession C'est historienne. normal quand on est historien. Quand on regarde les deux conducteurs, c'est exactement la même chose. Voilà. Parce que je me suis dit qu'en fait, le secret que je vais ce soir révéler, c'est que... Et qui ne sera pas répété. Et qui ne sera pas répété, bien sûr, et ni filmé. C'est que cette écriture, c'est celle de Lefort. C'est-à-dire que Lefort écrivait autour des sons. On pourrait penser que j'écris un épisode avec mon équipe, et puis après, on met des sons pour illustrer mes propos. Et on se dit, ah non, mais ils sont trop forts. Comment ce son, il tombe là, à ce moment-là, c'est incroyable. Ah, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, la base, c'est qu'on fait une conduite de son, un bout à bout de son. Voilà, c'est une sorte d'établi, où on fait un premier récit avec tous les sons posés à la suite. Et après, moi, je viens écrire autour. Je viens empaqueter les sons. Ouais. Je suis au service des sons. Donc nous sommes à la radio, c'est un média sonore, donc celui qui dicte la règle, c'est le son. Et donc on écarte des sons qui ne sont pas audibles, on en écarte parce qu'on ne peut pas les rediffuser, on en restaure certains, on en prend soin, on mélange, il y a des archives de l'INA, il y a des extraits de films, etc. Mais c'est le son qui dicte. Et nous, autour, après, on écrit. Ce qui est très important à entendre pour comprendre comment fonctionnent ces podcasts, par exemple. Parce que, encore une fois, ça peut être aussi, évidemment, les historiens qui donnent leur parole. Mais donc, le cœur de ce qu'on fabrique, c'est de la matière sonore et de la matière vivante.